préoccupation de ses citoyens. Et c'est à cet égard qu'un droit constitutionnel démocratique s'est développé qui prend en compte l'élément territorial et l'élément humain pour comprendre et mieux encadrer les modes de circulation de l'autorité. Et à cet égard, il a été reconnu un statut de minorité. Les minorités étant considérées comme des personnes relevant d'une collectivité numériquement inférieure au reste de la population. À côté, il y a eu la reconnaissance des peuples autochtones. Au Cameroun, cela est valable. À côté des peuples autochtones, il y a des questions de genre aujourd'hui qui sont traitées au niveau constitutionnel. Il y a la diaspora qui a longtemps exprimé ses frustrations de ne pas être reconnue par les États d'origine. Et aujourd'hui, la diaspora camerounaise bénéficie de son droit de vote dans certains pays africains notamment. Il y a même eu des ministères chargés de la diaspora. Et dans d'autres, il y a eu des commissions au Sénat chargées de gérer les intérêts de la diaspora. C'est dans ce sens que la Constitution ivoirienne précise bien que le peuple ivoirien est convaincu que son développement ne peut être possible qu'en reconnaissant la diversité de ses populations, mais en promouvant la vie dans la symbiose. C'est la reconnaissance de ces statuts différenciés pose un problème constitutionnel, c'est qu'il faut bien les encadrer. En reconnaissant que tel relève de tel ethnie, ou alors appartient à tel groupe minoritaire ou majoritaire, c'est le dresser contre son compatriote. Alors, le droit constitutionnel a prévu des règles permettant de refouler des comportements allant dans le sens de la division, dans le sens de l'hostilité, la xénophobie, pour promouvoir les comportements allant dans le sens de l'assemblement. Et c'est dans ce sens que l'article 5 de la Constitution nigérienne dispose clairement que dans l'exercice du pouvoir d'État, le régionalisme, l'ethnocentrisme, l'esprit de clan sont bannis et punis par la loi. Voilà comment le droit constitutionnel encadre la diversification de l'identité citoyenne au sein de l'État. Et on peut retrouver la même disposition dans la Constitution béninoise, guinéenne, congolaise. Et l'exemple le plus éclairant est la Constitution burundaise. Et aussi celle rwandaise, qui disent clairement que les entités reconnues en deçà de l'identité nationale doivent contribuer à l'unité nationale. Et les partis politiques, lorsqu'ils se constituent, doivent refléter les différentes composantes sociologiques jusqu'aux organes de direction. Et dans ce pays, nous parlons du Burundi, il a été créé une commission électorale indépendante qui avait veillé à ce que les conseils communaux reflètent la diversité ethnique de leur électorat. Et lorsque cette diversité n'est pas suffisamment prise en compte, il appartient à cette commission de compléter le conseil à concurrence d'un cinquième au plus des membres, des personnes provenant des groupes ethniques sous-représentés. Et toujours dans ce sens, dans le sens de l'encadrement, la préservation de l'unité nationale a été assurée par la politique du dosage ethnique. La nomination des membres des ethnies différentes dans la distribution des postes au sein de l'État. Et nous pouvons également citer, en dehors de l'aspect encadrement, l'aspect répression, il y a l'aspect promotion. Parce que nous pouvons citer la Constitution togolaise qui affirme le principe de tolérance
entre les différents groupes délicats, le principe de l'amitié et le principe de solidarité entre ces différentes composantes au sein de l'État. L'on constate ici donc que pour prendre en compte l'ipséité du citoyen, l'individu, avant d'être citoyen, le droit constitutionnel s'est transformé dans l'appareil étatique et aussi dans le traitement de l'individu. La citoyenneté est partie du niveau national jusqu'au niveau ethnique et même le niveau communautaire n'est pas à oublier. On n'est plus seulement citoyen de l'État, on est aussi citoyen d'une communauté. Après avoir contribué au renouvellement des piliers du droit constitutionnel, le citoyen a également contribué au renouvellement du levier du droit constitutionnel. Qu'entendons-nous par levier? Ce qui assure la marche du droit constitutionnel, c'est la participation politique. Et cette participation politique a été diversifiée au fil du temps. Le penseur Thucydide disait qu'un citoyen qui ne participe pas ne peut pas être considéré comme un citoyen tranquille, mais comme un citoyen inutile. Est-ce que la participation démocratique s'exerce donc encore dans les voies habituelles? Que non. On se rend compte qu'il y a d'abord la dégradation de la démocratie classique et ensuite la construction d'une démocratie rénovée. D'abord, la dégradation de la démocratie classique. Celle-ci procède de la délégitimation des élus. Les citoyens pensent que les élus recherchent leurs intérêts et ne s'occupent très peu des intérêts du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, il semble que la thèse ancienne est devenue dominante, la thèse selon laquelle la profession politique est cynique. Les élus sont en quête de rente, de prébendes, et sous le couvert des discours axés sur le service de la nation, ils recherchent leurs intérêts personnels. Nous ne parlerons pas ici de la République des scandales, de la République des mallettes, et aussi le son de l'autre contraire de ceux qui en ont profité pour promouvoir une République exemplaire. À côté de la délégitimation des élus, l'on peut se rendre compte que il y a une légitimation des nouveaux acteurs institutionnels. En tournant le dos aux élus, le citoyen se porte plutôt vers d'autres acteurs. Et quels sont ces acteurs? Ces acteurs sont les contre-pouvoirs politiques, le juge constitutionnel, le juge communautaire. On se rend compte que le citoyen est mieux assuré, mieux il sent que sa sécurité est mieux garantie par le juge. Et voilà pourquoi les États africains ont éclaté la justice constitutionnelle. Le Bénin est allé jusqu'à reconnaître un droit de recours en défense de l'ordre constitutionnel aux citoyens, ce qui n'existe pas dans le modèle typique kelsonien. Et l'on peut également noter à cet effet qu'un auteur qui a écrit sur les attributions originales de la justice constitutionnelle béninoise, la Cour constitutionnelle béninoise, rend compte de l'engorgement de la justice de la Cour constitutionnelle béninoise par les recours des citoyens en défense de l'ordre constitutionnel. Donc la participation politique du citoyen a pris une autre forme, elle est juridictionnelle. Et les décisions des cours constitutionnelles sont aujourd'hui attendues comme des paroles d'oracle. On les considère comme des décisions de sages, venant après les débats politiques houleux sur tous les sujets essentiels de la société. Le juge semble apaiser le pugilat politique quand le débat est déjà arrivé à un niveau intenable. Non, on peut également dire que le juge communautaire permet aux citoyens de se dresser contre son propre État qui ne veut pas respecter les
orientations communautaires de la gestion de la vie politique au sein de l'État. Quant aux autorités administratives indépendantes, qui sont aussi les acteurs institutionnels vers lesquels le citoyen se porte, notamment le médiateur, on en a en Afrique. Au Cameroun, on a une commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui permet aux citoyens de porter ses réclamations en cas de violation de ses droits. Et ces autorités administratives indépendantes sont considérées comme des véritables défenseurs du citoyen qui ne relèvent pas des querelles partisanes. Et j'aimerais nuancer, ne serait-ce que sur le plan formel, la position du professeur Abalé, qui a dit que ces autorités sont soumises au pouvoir central. Non, on dit bien, notamment Elections Cameroun, en matière d'élection, que cette organisation ne reçoit aucune instruction, aucune autorité publique ou privée. C'est déjà une intention, une affirmation d'indépendance, reste à voir dans la pratique. Si l'on considère que la démocratie classique a été déconstruite, qu'est-ce qui arrive à la place? C'est la construction d'une démocratie rénovée. Et quelles sont les voies d'expression de cette démocratie rénovée? L'on dirait très rapidement que, quelle que soit la nostalgie que l'on éprouve, quelle que soit la nostalgie que l'on éprouve pour l'élection et le référendum, il faut reconnaître que la participation politique ne s'est pas estompée. S'il y a abstentionnisme, ça ne veut pas dire que la participation politique n'est pas suffisante. La participation politique a plutôt fait sa mue et suit aujourd'hui d'autres canaux. Et l'on parle aujourd'hui de démocratie de droit, de démocratie d'opinion. Et ces deux formes de démocratie remettent en cause la démocratie représentative. Dans la démocratie des droits, nos citoyens expriment sa participation politique en exerçant ses droits et libertés d'une manière ou d'une autre. D'abord, il peut créer une association et l'on se rend compte, ou une ONG, l'on se rend compte aujourd'hui que nos citoyens préfèrent adhérer à une association, à une ONG, à un syndicat qu'à un parti politique. Dans le parti, il risque la trahison des dirigeants, on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent faire la coalition, ou alors qui peuvent accuser un déficit programmatique. Mais les instances de la société civile ont des buts bien déterminés pour la réalisation desquels elles œuvrent. Et elles ne s'écartent pas. La loi elle-même interdit à ces associations de s'écarter de leurs buts. Il est donc évident que la démocratie des droits, dans la démocratie des droits, les organisations de la société civile sont préférées aux partis politiques et la rue est préférée à l'isoloir. Le citoyen préfère manifester. Au Cameroun, on a connu des manifestations, je n'aimerais pas m'attarder dessus. C'est une expression démocratique. Et le citoyen qui prête désormais une oreille discrète aux dirigeants se retourne plutôt vers les modes de participation incivique. Et ces modes de participation incivique se traduisent aussi par la démocratie d'opinion. Et c'est une manière de fonctionner du pouvoir politique caractérisée par l'expression spontanée des citoyens, l'emprise des médias et des sondages sur les dirigeants. Et c'est l'emprise des sondages sur les dirigeants amène ceci à décider pour prendre en compte les désirs du citoyen et non les vraies options politiques que parfois les citoyens ne comprennent pas. Et ces sondages, on sait, participent d'une construction scientifique de l'opinion. Mais ces nouveaux modes de participation présentent des risques de perversion. Pourquoi? Le modèle démocratique est en quelque sorte en train de dégénérer. Il est sapé. À tout vouloir bénéficier des droits,
l'état de droit est transformé en ce que le doyen Carcassonne avait appelé l'état de droit. L'état de droit qu'on n'exerce pas. Et puis, les dirigeants ainsi mis à l'écart sont mal compris parce que les sociétés modernes sont complexes et difficiles à gouverner. Enfin, on peut dire que les modèles de l'opinion, ce qui se passe pour les objecteurs de conscience, n'arrivent pas à affronter l'élection. Et généralement, ils changent de point de vue selon les circonstances. Donc, eux-mêmes ne sont pas si crédibles que cela. L'on peut donc constater en définitive, mesdames et messieurs, que, ayant tout donné aux citoyens, le droit constitutionnel se trouve mis à rude épreuve par celui-ci. Il revient donc aux constitutionnalistes de relever le défi. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, pour vos réflexions qui posent aussi une question fondamentale, puisque effectivement, la démocratie d'opinion peut faire évoluer un régime. C'est un peu là déjà le point que vous abordez. Ce sera sans doute un motif d'échange supplémentaire. Merci de votre communication, merci de sa clarté, merci de l'avoir si bien structurée. Alors, si la salle et le nombre public d'étudiants présents veulent poser des questions, c'est le moment. Alors, je vais faire vite. Merci Madame le Président. Une observation, deux questions en fait. Sur le pouvoir normatif, pour répondre au professeur Emmanuel, je partage tout à fait l'option. En réalité, la question du pouvoir normatif du juge constitutionnel est bien souvent liée à l'activisme judiciaire. En lien, l'un ne va pas forcément avec l'autre, mais vous pourrez en rediscuter. Et vous avez pris des exemples étrangers tout à fait intéressants. J'aurais juste voulu rajouter un cas que je connais un peu pour le suivre régulièrement, qui est celui de la Colombie, mais plus largement d'ailleurs des cours constitutionnels dans le constitutionnalisme sud-américain, où on a un activisme judiciaire extrêmement fort. Et si vous avez suivi l'actualité récente, vous avez vu que la Cour constitutionnelle de Colombie a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'accord de paix, tel qu'il avait été, vous savez, une première fois refusé par le peuple colombien et une deuxième fois adopté par une procédure parlementaire. Et on peut s'interroger, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle a contrôlé, la Cour constitutionnelle? Elle a contrôlé, on pourrait dire, l'acceptabilité de l'accord de paix pour la population colombienne. Elle a, je vous le rappelle, indiqué que finalement, la participation au référendum, même si elle était très faible, ça n'était pas un gage d'invalidité du référendum, contrairement aux dispositions constitutionnelles. Tout ça, c'est clairement, effectivement, un exercice de pouvoir normatif qui là est véritablement, je crois, destiné en plus à gêner le politique. L'exemple sud-africain, il est évidemment un des meilleurs exemples, je crois, et pour illustrer et compléter le propos, on peut identifier la décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine qui a vérifié la constitutionnalité de la constitution définitive par rapport aux 34 principes de la constitution intérimaire. Enfin, on a ici une Cour constitutionnelle alors, qui dispose d'une habilitation du constitution intérimaire, Cour constitutionnelle qui vérifie que la Constitution de 1996 respecte bien les principes, et dont le tout d'ailleurs auquel vous avez fait référence, les principes de la Constitution intérimaire de 1994, ce qui remet totalement en cause de ce qu'on vous enseigne en première année, distinction pouvoir constituant originel et dérivé. C'est plutôt qui fait quoi ici. Ça, c'était plutôt l'observation. Maintenant, la question qui en découle, c'est à l'égard finalement des collègues des différents pays, est-ce que, par rapport au pouvoir normatif du juge, est-ce que vos juridictions constitutionnelles se prévalent parfois d'une expression un peu similaire à celle qui est utilisée par le Conseil constitutionnel français? Quand le Conseil constitutionnel français est un peu gêné sur certains contrôles, il utilise l'expression suivante que vous connaissez,
le juge constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation générale identique à celui du Parlement. Les grandes lois sociétales qui sont contrôlées par le Conseil, les décisions sur les grandes lois sociétales commencent quasi systématiquement par cette disposition-là. Et là, on sait tout de suite que le Conseil ne va pas s'aventurer sur le terrain normatif et ne va pas substituer sa volonté à celle du Parlement. Donc je voulais savoir si, dans vos systèmes juridictionnels, les juges constitutionnels avaient une espèce d'expression gadget assez similaire qui permet de les préserver finalement de l'activisme. Enfin, Monsieur Bala, professeur Bala, sur la démocratie d'opinion, la démocratie sondagière, j'ai pas forcément la même perception. Pour moi, c'est un véritable danger. C'est certainement pas un substitut à la démocratie semi-directe ou représentative. Il y a un risque très fort de glissement de l'élection vers le sondage. Enfin, on ne construit pas, à mon avis, une opinion électorale par une opinion sondagière. Mais c'est un vrai débat. En tous les cas, c'est un vrai débat. Et bien souvent, les politiques perçoivent la démocratie d'opinion comme une sophistication de la démocratie directe en argumentant du fait que la démocratie directe connaît des défaillances représentatives, connaît des défaillances, le désintérêt des élus, l'absence de responsabilité, le désengagement politique. Vive la démocratie sondagière. Moi, je ne crois pas. Je crois que là, c'est une mutation profonde de la démocratie, mais qui est vraiment dangereuse. Et plus particulièrement sur le fait ethnique. Je me souviens d'un colloque à Lomé où on avait discuté du fait ethnique. Et j'aimerais avoir votre opinion sur la question suivante. Est-ce que vous êtes favorable à la constitutionnalisation du fait ethnique? C'est une question vraiment, moi je n'ai absolument pas d'opinion, je n'arrive pas à en avoir. Et il se trouve que j'ai pu travailler avec l'OIF à la rédaction de certains éléments de la constitution de RCA. Et on m'a posé la question, et cette question de la place des ethnies, de la place des minorités dans le texte constitutionnel a été posée, et je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas sûr de vouloir en avoir, parce que pour moi, il me semble dangereux de figer dans le marbre constitutionnel l'existence du fait ethnique, parce que ça implique une espèce de représentation officielle de l'ethnie, et en même temps, est-ce que c'est pas là la seule solution pour permettre une meilleure représentativité de l'ethnie, des ethnies, des minorités dans le jeu politique et constitutionnel? Autrement dit, est-ce que l'ethnie arrêterait l'ethnie comme le pouvoir arrête le pouvoir? Pour reprendre les mots de Montesquieu, je n'en sais rien, mais je vous pose une question. Merci Madame la Présidente. Constitutionnel. Je pensais que je allais faire un tour de questions. Merci Madame le doyen. De façon générale, quand on regarde dans les États africains, francophones notamment, il y a un pouvoir de nomination qui peut relever de la compétence exclusive du président de la République, comme c'est le cas au Sénégal, ou alors, comme c'est le cas au Congo, il y a un partage de compétences entre le président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le bureau de la Cour suprême. Au Bénin, 4 des 7 sont désignés par le Parlement et 3 par le président de la République. Donc c'est une répartition des compétences qui en réalité montre une certaine influence de l'exécutif sur le processus de désignation. Et du coup, ce qui justifie un certain nombre de critiques allant dans le sens de l'élection. Et je voudrais dire qu'en 1992 au Congo, on avait tenté justement l'expérience de l'élection des membres de la Cour constitutionnelle. Et cette expérience était d'autant plus désastreuse que l'élection a été biaisée. Les membres de la Cour constitutionnelle devaient être élus par l'Assemblée, le Sénat, par les enseignants d'université, par les avocats. Et on a constaté qu'en réalité, l'élection était contrôlée par les puissances qui en avaient les moyens. Et à l'arrivée, on a eu le même impact, les mêmes conséquences que dans le cadre d'un processus de désignation. Donc en réalité, je pense qu'au-delà du mode de désignation,
désignation, il faut tenir compte du contexte politique qui pourrait plutôt expliquer le statut véritable des membres des juridictions constitutionnelles. Voilà ce que je peux dire, sous réserve du système sud-africain qui est tout à fait effectivement différent, où il y a une véritable indépendance des membres de la Cour constitutionnelle. Voilà ce que je peux dire. Au Bénin, on a pu constater, et cela relativise quelque peu mon propos, que le fait qu'il y ait une majorité contrôlée de membres désignés par l'Assemblée, dans un fait majoritaire qui s'est égratigné progressivement, à un moment donné, on a constaté que le chef de l'État n'avait plus le contrôle de la juridiction. Donc tout dépend, essentiellement le fait politique est prédominant, malheureusement. Et donc le devoir d'ingratitude de l'utopie. Merci. Je pense qu'il y a 2 questions. Hein? Peut-être faudrait-il, pour ce qui est du cas de Cameroun, apporter une précision parce que vous avez demandé comment sont nommés. Donc on est là dans un processus. Ce qu'il faut dire, il faut faire la distinction dans le contexte camerounais entre désignation et nomination. Les membres du Conseil sont désignés par différents corps, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, etc. Mais le président nomme, c'est-à-dire c'est lui qui prend le texte de nomination. Donc ça va être en fait une coupure entre désigner et nommer. Voilà, je crois que cette précision est importante pour le cas camerounais. Je voudrais juste réagir par rapport à une ou 2 considérations qui ont été avancées par le professeur Okeli. En ce qui concerne le pouvoir normatif du juge, je vois la petite expérience que j'ai acquise dans le cadre de la Cour constitutionnelle du Niger. Il nous est arrivé à plusieurs reprises d'être appelé à contrôler les faits. Et systématiquement, la Cour une phrase qui dit que je suis juge de la Constitution, donc je ne suis pas juge des faits. Il nous est arrivé, par exemple, d'avoir à nous prononcer sur les enquêtes qui ont été faites par les services compétents. Bon, nous ne sommes pas des juges d'investigation. On ne peut pas aller vérifier comment est-ce que le service compétent a fait pour avoir l'information nécessaire sur quoi ce contexte. Donc, on n'est pas juge des faits. On décline notre compétence. En ce qui concerne la constitutionnalisation, il faut peut-être dire que la plupart des États africains ont fait l'option de ne pas constitutionnaliser le fait, pour des raisons que tout le monde connaît. Au contraire, on a posé le principe de l'interdiction, par exemple, des partis politiques à caractère ethnique, là aussi pour des raisons qu'on connaît. Mais quand on regarde les lois électorales ou les lois ordinaires, il y a un certain nombre de lois qui confèrent à des groupes spécifiques, considérés comme étant des groupes minoritaires, qui leur confèrent des droits. Je peux vous citer l'exemple du code électoral nigérien, qui crée des circonscriptions spéciales, qui ne reconnaît pas le fait minoritaire de la Constitution, mais qui crée, à travers une loi, des circonscriptions spéciales où sont élus au scrutin uninominal majoritaire des députés qui sont considérés comme étant des représentants de la nation au même titre que celui-ci ou ceux-ci qui ont été élus au niveau de la région. Donc ça c'est juste pour vous dire le caractère ambigu, parce que ce que normalement la Constitution a interdit,
bon, le législateur n'a pas contourné par quelque moyen que ce soit pour pouvoir s'octroyer cette compétence. Mais bon, c'est fait, ça c'est les bizarreries constitutionnelles. Dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport à là aussi, ce n'est pas l'expérience que j'ai vécue. Moi, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Qu'on ait été élu, qu'on ait été nommé, l'indépendance du juge ne dépend que de sa personnalité, que de sa personne. Bon, je vais essayer d'être bref. C'est sur la constitutionnalisation du fait. Alors, je me pose autant la question que vous, monsieur le professeur. Mais il me semble que c'est davantage qu'est-ce que nous dirigeons du point de vue de la méthode. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à une situation où on doit choisir entre le modèle étatique et, je vais dire, reconnaître au niveau de la Constitution des États. Je pense que, fondamentalement, c'est un choix à faire, mais ce choix-là dépend de ce à quoi les Africains sont attachés. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à l'ouest du Cameroun, chez les Baroun, nous avons chez les Baroun un sultan. Vous mettez le sultan là, avec le représentant de l'État, le préfet, voire même le gouverneur de la région. Vous demandez à un baron qui est deux, il respecte, il va choisir le sultan. Donc, il me semble qu'il est important de sonder, de décrypter ce à quoi les Africains sont attachés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait de consulter l'ethnie qui pose problème. C'est l'instrumentalisation constitutionnelle de l'ethnie qui pose problème. Merci, Madame le Doyen. Professeur, je voudrais simplement mentionner l'exemple éthiopien où il ne s'agit pas d'ethnie, mais de constitutionnalisation des tribus, avec, dans le cadre d'un État fédéral et avec reconnaissance d'un droit de sécession. Donc, puisque vous vous intéressez à la question, peut-être que vous pourrez regarder ce qui s'y passe. Ils ont tenu compte justement de la diversité de ces tribus et la construction de l'État fédéral s'est faite sur ça. Voilà ce que je voulais donner comme complément. Merci. Bien. Par rapport au cas de Cameroun, je voudrais indiquer que le préambule de la Constitution dispose que